Salut à tous, c'est Pong de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui continue notre cheminement sur la méthode Silva avec Dame Li Pasco. Salut Li. Salut Pong et tous nos fidèles, salut tout le monde. Salut, salut. Première chose, j'y pense, on a une question qui était intéressante de savoir, toi maintenant, quand tu fais des cas, quel est ton taux de réussite global, tu as l'impression d'avoir sur les cas? Est-ce que à chaque fois, tu as des retours qui sont intéressants et qui correspondent au cas que tu es en train de faire? Moi personnellement, Ouais, toi personnellement. alors, pour vrai dire, je ne fais pas autant que cas quand j'étais instructeur au départ et j'allais règlement à la rideau, on avait règlement les groupes de cas. Ouais. Et là, j'ai eu un taux j'ai supprimé moi-même, hein, parce que franchement, au départ, quand j'ai fait le cours, je ne croyais pas que c'était mon vraie expertise. Mais c'est vrai que pratiquer, ça apporte vraiment. Et je suis arrivée au moment où je pourrais faire un cas et aller directement au problème en 2 minutes, réparer, etc. Mais franchement, il y a très peu de gens aujourd'hui qui demandent de faire des cas. C'est plutôt travailler sur la correction à distance, que je fais même assez régulièrement. Et en fait, je ne sais plus qui l'a dit, mais quelqu'un m'a dit, bah, si tu es instructeur Sylvain et quelqu'un te demande de travailler un cas, il faut dire non, parce que tu risques justement de montrer aux gens que tu es superbe et ils vont faire, oh là là, jamais je vais arriver à ça parce que c'est instructrice, ou bien le contraire, tu vas faire une erreur, on dit, ah, mais ça ne sert à rien, même un instructeur Sylvain ne peut pas le faire. Donc, à moins que c'est vraiment avec des collègues, des autres instructeurs, etc., je ne suis pas supposée travailler les cas. Ah, c'est intéressant ce que tu dis. OK. Ah, c'est super intéressant. Ah ouais, d'accord, ouais, je vois. Donc, en gros, oui, d'accord. Ok. Aujourd'hui, tu étais moins dans la pratique des cas, c'était plus. Et alors, je vous rappelle, hein, la notion n'est pas en tant que telle de faire des cas. La notion est de pouvoir avoir la preuve que notre développement de l'intuition est en train d'évoluer et qu'on a un feedback du monde objectif vers le monde subjectif et potentiellement du monde subjectif vers le monde objectif. C'est pour ça qu'on fait des cas. Le but n'était pas nécessairement de faire des cas, même si on est toujours dans la même notion d'amener des solutions, d'amener des corrections, qui était une des intentions de José. Et je trouve que c'est intéressant. C'est vrai que on pourrait se dire l'objectif absolu est de faire les cas, et pas du tout. C'est juste un des exercices qui nous permet, au bout des 4 jours des séminaires de base, d'obtenir une espèce de retour objectif subjectif du travail qu'on a mis en place pendant 4 jours et de se dire waouh, et c'est comme tu viens de le dire, de pouvoir s'étonner soi-même et de se dire ah ouais, donc ce que j'ai ressenti là, c'est exactement ce qui est écrit sur la fiche. C'est ça. Ah, c'est cool. Oui. Alors, ça ne veut pas dire que je ne travaille plus les cas, mais beaucoup moins que quand j'étais étudiant et pratiquais. Et là, j'ai vu monter l'efficacité comme ça. Voilà. Et bien sûr, ça me sert toujours dans d'autres situations que travailler les cas dans les situations de personnes physiquement mal, quoi. Il y a des moments où je détecte des choses intuitivement et je peux vérifier. Et oui, ça continue à rassurer quand même. Parce que c'est vrai qu'on est tellement conditionné par notre environnement que même aujourd'hui, quand quelqu'un réussit un cas presque 100%, il y a toujours une partie de moi qui dit « Waouh, est-ce que c'est possible ?» Parce qu'on est tellement conditionné de quoi, effectivement, non, c'est pas possible, c'est inventé, c'est du boubou, etc. Ouais, mais toi, je trouve j'ai eu la preuve des milliers de fois. Ouais, mais je trouve que ça reste sain parce que tu vois, je préfère quelqu'un comme toi qui me dit ça fait des milliers de cas que je vois où on voit que il y avait quelque chose sur l'affiche, la personne a pu, au travers de quelque chose de subjectif, obtenir des retours et te dire, tiens, le doute, je trouve que le doute a toujours quelque chose de bien. La foi absolue, c'est bien, mais j'aurais plus peur de quelqu'un qui me dit j'ai une absolue foi en. Je préfère quelqu'un qui me dit de facto, je sais que je l'ai vu, je l'ai expérimenté et j'y crois, j'ai la foi en ça, mais bon, je me pose encore des questions à savoir comment c'est faisable, qu'est-ce qui le fait, etc. Je trouve ça, à mes yeux, je trouve ça plus sain. Je trouve ça hyper sain que tu aies ce doute raisonnable, tu vois, ce truc de dire, ok, bon, là, de facto, la personne dit exactement ce qu'il y a sur la fiche, donc c'est la pathologie ou la problématique de la personne.
Et bon, bah voilà, ça c'est un état de fait, tu vois, on peut rien dire de plus, mais c'est étonnant, c'est intriguant, c'est pourquoi ou quand, comment, moi je trouve ça très sain. Mmh, mmh, mmh. Oui, en fait, moi aussi, si quelqu'un dit je crois 100% en quelque chose, je me demande, mais est-ce que c'est 100% que je crois dans ça? Ça veut dire que 100% je rejette toutes les autres Ouais, possibilités. ouais, Et ouais. ça, c'est pas ça. C'est ça. Bah, en fait, en plus, on le sait et on ne le sait que trop bien. On est par nature biaisé, donc on a des biais cognitifs, c'est-à-dire des automatismes du cerveau pour arranger certaines réalités ou certaines notions par rapport à nos croyances, nos valeurs, par rapport à plein de choses, ce qui fait que parfois, on est inapte à voir les choses. Pour les hypnotistes, ça revient à être sur des hallucinations qui confirment ce que l'on veut voir, percevoir, comprendre, parce que bah, c'est le principe du biais. Hein. Notre cerveau a horreur des bugs, a horreur des notions incohérentes, donc il va Ouais, rendre ça ouais, cohérente, ce qu'on pourrait appeler une rationalisation. voilà, oui. Et à partir de là, bah, on peut très facilement s'enfermer dans des dogmes, dans des idées, à se dire ouais non c'est comme ça, je le sais parce que je l'ai vécu. Oui on le sait, mais l'un des travails et c'est dur. Hein. Je trouve que ça c'est un des points durs parce que tu vis quelque chose, tu l'as vécu, donc ta vision subjective des choses est juste parce que c'est ce que tu as eu l'impression de vivre avec l'ensemble des hallucinations. Moi, par exemple, tu vois, je suis quelqu'un qui part facilement en transe et depuis enfant, je pense que j'hallucine. Tu vois, sur certains aspects, je vois des hallucinations. Et quand j'étais énormément à m'intéresser à l'ésotérique, à l'ésotérisme, pardon, à tout ce qui est occultisme, etc. Je lisais tellement de bouquins sur ça. Alors à l'époque, il y avait pas Internet comme aujourd'hui, mais je rencontrais tellement de personnes qui me parlaient d'histoire que bah, je faisais des liens de cause à effet. Moi, j'ai vécu tôt ici, toi, dans cet appart, je vis depuis que j'ai 19 ans, et il se passait des trucs bizarres. Genre, il y avait des bruits, il y avait des choses qui s'ouvraient, il y avait plein de choses comme ça. Et je me disais, ah, c'est incroyable, c'est exactement ce que j'ai lu dans les livres. C'est peut-être un esprit qui veut me parler, c'est peut-être tout ce que tu veux, tu vois. Et un jour, je me suis rendu compte, et c'est là où j'ai capté mes hallucinations, notamment auditives. Hein. Je suis très, très, très en hallucination auditive. Je suis capable, j'en ai une il n'y a pas encore longtemps, je me suis amusé à jouer avec, où il y a quelqu'un qui me parlait avec une voix, mais en m'appelant par mon prénom. Or, aujourd'hui, plus personne ne m'appelle par mon prénom, tout le monde m'appelle Pank, tu vois. Et, euh, et ce qui est amusant, c'est donc, je sais que c'est une hallucination parce que personne m'appelle. Même pas ma mère, elle va m'appeler par des petits noms de maman, tu vois. Mais donc ce prénom-là, c'est vraiment quelque chose. Et je jouais avec cette hallucination. C'est-à-dire que je peux jouer avec mes hallucinations parce que je sais que c'est une hallucination. Et je m'en étais rendu compte une nuit où en fait, je dormais Tu et as un d'un coup, rêve lucide, mais tu es éveillé. hein pardon, C'est pardon. comme un rêve lucide. Ah, je sais que c'est une hallucination, donc je vais jouer avec. Oui. Exactement, exactement. C'est l'équivalent des rêves lucides, exactement. Et j'étais en pleine nuit. Je dormais et il y avait une copine qui dormait avec moi. Et ce qui est très drôle, c'est que je devais dormir les yeux ouverts, ce qui m'arrive souvent. Dormir les yeux ouverts, ça m'arrive. Je l'ai appris un jour, j'ai fait ah ouais, je dors les yeux ouverts, ok. Ah, Et c'est j'ai dû bizarre. voir. Ah ouais, ça m'arrive pas souvent, mais ça m'arrive. Tu vois, je le vois parfois quand je fais de l'auto-hypnose. En auto-hypnose, j'ai pris l'habitude d'avoir toujours un œil ouvert. Et il y a des moments, même avec l'œil ouvert, je vois plus rien. C'est-à-dire que D'accord. tout est noir, ou tout est plein de couleurs, ça dépend de plein de trucs, mais je suis avec un œil ouvert. Et je pense que, bon, de par plein de trucs, parfois je dors les yeux ouverts. Et j'ai dû voir une araignée au plafond. Et à cet instant précis, j'ai vu des araignées tomber sur le lit. Mais vraiment, à tel point, je me suis levé, j'ai pris la couette, j'ai tout balancé et bah, j'ai réveillé la personne qui était en train de dormir à côté de moi. Et d'un coup, je réalise que j'étais en train d'halluciner. C'est là où j'ai commencé à me dire, ah ouais, j'ai des hallucinations qui sont hyper précises, hyper claires, tu vois, je vois plein de trucs. Et c'est là où je me suis dit, ah bah oui, l'ensemble des éléments que je vis, qui sont un peu ésotériques, occultistes, etc., où moi, je donnais un sens au travers de l'ensemble de ce que j'avais lu, étudié, etc., bah, pouvaient naître simplement, tu vois, si on reprend purement de la rationalité, que bah, des hallucinations que j'ai faites, des hallucinations auditives, des hallucinations visuelles, etc., etc. Mais comme j'avais un ensemble explicatif qui me disait, bah oui, mais c'est normal parce que quand tu fais tel type de méditation, tu vas avoir tel type de vision ou tu vas avoir tel type de choses. Moi, j'avais fait le lien de cause à effet et ce que je vivais était associé
à un état de travail intérieur. Mais tu vois, c'est là où tu te rends compte que c'est compliqué parce que quelqu'un qui se dit je suis à 100% sûr de quelque chose, il est biaisé par l'ensemble des croyances et des connaissances, nous on le connaît bien en hypnose, des suggestions qu'on a acceptées, que notre subconscient a acceptées. On a la croyance, on a l'envie, on a l'attente positive, et dès lors, on peut créer nous-mêmes nos réalités. Et ça fait que on peut s'enfermer dans quelque chose en étant persuadé que c'est vrai, alors qu'en fait, c'est simplement une façon d'exprimer ou de vivre les choses qui est complètement subjective, mais pas du tout objective. Et tu vois, ça, je trouve que la méthode Silva, qui nous ramène beaucoup sur de l'objectif, c'est intéressant. Sur du réel, du concret. OK. Un de ces jours, il faut qu'on parle de la différence entre halluciner, qui est officiellement, c'est imaginer quelque chose, mais à un niveau de conscience où on ne distingue plus si c'est réel ou imaginaire, et détecter une information à distance. Parce que là, ça existe vraiment. Okay? Donc, moi, je ne dirais pas que quand tu détectes à distance, tu hallucines. Tu peux capter des symboles, mais c'est quand même lié à quelque chose qui existe. Pendant que, presque par définition, une hallucination, c'est totalement imaginaire, non? Ouais, mais ça peut être associé à un ensemble d'éléments que tu as captés. Tu vois, moi, je prends l'hallucination et interne et externe. Je pense qu'un ensemble d'éléments externes que tu as captés peut te faire halluciner. Peut te faire halluciner des informations intéressantes. Type, tu es avec du monde, tu entends quelque chose, alors qu'en fait, la chose n'a pas été dite, tu la répètes et les gens te disent, mais comment tu sais ça? On va dire c'est une intuition, sauf qu'en fait, moi derrière, j'ai halluciné le fait de l'avoir entendu. Mais c'est simplement parce que j'ai dû capter un ensemble d'éléments qui fait que je l'ai entendu. Tu vois la notion? Moi, j'ai des allus qui… Tu détectes l'information, mais tu détectes de façon que tu crées une image ou une image auditive dans ton cas. Oui, d'accord. Ouais. Au point où ça semble réel. Ou au point où je suis persuadé que la personne l'a dit, tu vois. Et c'est là où tu fais wow, ok, là, il faut que je fasse attention. Et tu vois, pour moi, il y a une notion où souvent je fais attention quand quelqu'un me dit, mais non, j'ai pas dit ça. Et là, tu dis, ouais, attends, il n'a pas dit ça ou c'est moi qui ai entendu qu'il l'ait dit. Et le plus intéressant, c'est quand la personne te dit, j'ai pas dit ça, mais c'est vrai. Tu vois, elle valide ce que tu es en train de dire. C'est ça qui est intéressant. Comme à l'époque où je faisais beaucoup d'énergétique, quand j'avais 19-20 ans, j'entendais des voix quand je touchais les gens, tu vois, quand je faisais du magnétisme. Je disais, alors vu que je me disais, je deviens fou, je disais aux gens, je te dis tout ce que j'entends et tu me dis, les personnes ne parlaient pas. Hein, et tu me dis si ça te parle ou ça ne te parle pas. C'est tout. Tu me dis OK, pas OK, OK, pas OK. Et c'était hallucinant de voir le nombre de fois où ça matchait, où les personnes me disaient, mais comment tu sais ça? Mais comment tu sais ça? Mais comment tu sais ça? Et tu dis, mais c'est rien du tout, rien. C'est juste, je viens d'entendre. Donc, quand je te dis d'hallucination, pour moi, je suis en hallu, tu vois. Personne ne me parle, on se tait tous les deux, je mets mes mains sur le corps. OK, oui, oui. Je comprends ce que tu veux dire. Donc, là, tu n'as pas créé avec ton imagination, tu as vraiment capté une info et pour le représenter, dans ton cas, de façon auditive, tu as fait comme si tu l'entendais dans le monde objectif. OK. Exactement, exactement. Et c'est troublant, tu vois. Il y a des moments où tu dis, ouais, bon, faut faire. Après, une fois que tu le sais, tu vois. Mais au départ, quand j'étais plus jeune, je trouvais ça assez troublant. À dire, ouais, c'est bizarre comme histoire. C'est un peu bizarre. Donc, en fait, tu as hyper fantaisie par rapport à l'auditif. Ouais, complètement. C'est ça. Hyper fantasia, c'est quand on a une imagination tellement forte qu'on se demande est-ce que j'ai fait ça dans la réalité ou non. Alors, toi, est-ce que j'ai entendu ça dans la réalité ou non? Exactement. Mais ça va super loin. J'ai eu une période, par exemple, dès que j'allais m'endormir, j'entendais comme des gens qui parlaient à la radio dans un débat avant de dormir. Et tous les soirs, je me dis, tiens, ça recommence. Et j'entendais hyper clairement avec des thèmes intéressants, avec des trucs intéressants. Ça t'a empêché de dormir? Jamais empêché de dormir. Jamais. Okay. Mais tu vois, c'était toujours au moment où je partais. À fantaisie, qui avait tellement d'impression quand ils voulaient s'endormir, ils ont dû arrêter ça complètement. Mais avant, c'était hyper fantasia. Et puis, ils ont dû arrêter parce qu'ils ne pourraient pas dormir. Et pour toi, non, ça n'a pas t'empêché du tout?
Tu peux dormir avec plein de gens qui parlent à côté de toi. Exactement. Tu sais que moi, j'ai un truc hyper cool, c'est que tu me mets dans un aéroport, genre mon avion vient d'atterrir, j'ai 3 heures avant que mon avion reprenne, je m'assois, j'ai passé tous les trucs, je m'assois, j'attends l'avion, je m'endors tout de suite. Parce qu'il y a plein de bruit. Et j'adore les sons, et les sons, en fait, me nourrissent. Et j'écoute genre 10 conversations à la fois, j'entends un truc qui décolle, un appel, des personnes qui parlent en anglais, des gens qui parlent une langue que je ne comprends pas. Et en fait, ça me fait partir super loin dans des transes et je m'endors quasiment immédiatement. Ah, ok, donc c'est pas du tout une distraction. Hein? Non, au contraire. Tu mets. Ouais, j'adore ça. En fait, j'adore quand. Être entouré d'une sorte de cocon de son. Quoi. Exactement. Ouais, c'est marrant. Hein. Ouais, Donc, c'est marrant. Donc c'est là où tu te dis, tiens, tu vois, moi, je suis toujours dans le doute de ce que je pense et ce que je vis parce que je me dis, ouais, mais ok, mais est-ce que je ne suis pas en train de me biaiser? Alors, c'est là que c'est intéressant les cas parce que, comme tu l'as fait remarquer il y a quelques minutes, l'objectif est de ramener quelque chose l'objectif est de rester objectif, justement. Et c'est pour ça que, pour les personnes qui ne comprennent pas quand on parle de cas avec Lee, c'est qu'en fait, à la fin du séminaire de base, on demande à des personnes, avec accord bien sûr d'autres personnes, de donner de ce qu'on appelle des cas, donc des personnes qui ont des pathologies, qu'elles soient physiques, avant tout physiques, mais après qui pourraient ultérieurement être psychiques. Et on fait un scan pour tenter d'avoir l'information à un moment donné. Donc, et savoir si on est juste. Et la problématique de la personne, elle est réelle. Donc, c'est écrit sur un papier, la personne, elle dit rien d'autre, elle pose juste des questions, il y a une manière de faire. Et la personne scanne et dit, voilà, je ressens ça là, je ressens ça, tiens, j'ai l'impression que la personne respire mal, tiens, j'ai l'impression que son cœur est comme ça, etc. Et amusant et étonnant, c'est le match, le truc où la personne dit, bah, t'as raison, quand t'as dit que la personne avait du mal à respirer, elle est sous respirateur, effectivement, son cœur, elle vient de faire un arrêt cardiaque, je dis n'importe quoi, et la personne va se dire, ah, bah, comment j'ai su ça? On la connaît pas, on connaît peut-être même pas la personne avec qui on fait l'exercice, et c'est d'autant plus amusant. Et c'est de ça qu'on parle quand on parle de cas. Donc ouais, c'est quelque chose d'intéressant de toujours ramener à l'objectif. Et si on reste sur l'état d'esprit de José, il faut qu'en plus ce que l'on propose, que l'on fait, ce que l'on met en place, serve les gens. Pensez bien à ça, c'est que ça doit être utile et que ça doit servir. C'est pas juste pour le fun, c'est pas juste pour déconner. C'est pour ça que Lee disait, il y a des moments, moi, je vais aller sur traiter le cas. Traiter, c'est tout le aiming qu'il peut y avoir autour, où on fait un travail au travers de ça. Parce que quitte à faire un cas, autant aller à au moins envoyer pour les hypnos, pour faire très concret, des hétérosuggestions à distance pour se dire, tiens, on peut peut-être, ce petit truc-là peut peut-être aider la personne, l'attention, l'amour, tout ce que vous voulez. Donc ça, c'est vraiment très intéressant. C'est intéressant, et je reviens encore une fois dessus, mais c'est un des éléments qui fait peur aux futurs diplômés et aux diplômés Silva. Peur dans le sens, ils ont peur d'être jugés s'ils n'y arrivent pas ou qu'ils n'ont pas un taux de réussite important. C'est pour ça que j'ai trouvé la question pertinente. Oui, je sais. Oui, j'essaie beaucoup de dire, mais écoute, chaque fois que tu le fais, tu renforces tes points de référence, ta confiance en soi et tout, mais systématiquement, il y a des moments où j'arrive à la fin du cours, on va faire les cas, il y a des anciens qui disent, ah, je ne peux plus rester, merci beaucoup pour le cours. Ils fuient. Bon, mais c'est un peu encore notre culture parce que faisons ça à la fin du cours et pour voir si on réussit, il y a tellement de gens qui font équivalent à c'est un test. Et je vais peut-être rater le test. Et il y a cette idée justement d'être jugé comme si c'est un test. Et c'est une expérience extraordinaire de pouvoir tester soi-même, en fait. Ouais. Mais on en avait déjà parlé. C'est super intéressant parce que ça permet d'aller sur une espèce de notion un peu concrète de ce qu'on a fait pendant 4 jours et surtout du 303 et du 404, donc des 2 derniers jours. Mais effectivement, le fait que ce soit placé à la fin, juste avant la remise de certificat,
il y a une espèce de j'ai bien fait, j'ai pas bien fait. Et c'est hallucinant. Hein. C'est vraiment ah non, mais en fait, tout ce que j'ai fait pendant 4 jours, ça a servi à rien, j'ai rien vu, j'ai rien ressenti. Ou d'autres qui ont fait ça incroyable, mais ils l'utiliseront plus jamais. C'est très étonnant. Très étonnant. Comme mon beau-père, probablement je t'ai déjà dit, mais Michael et moi, on fait tout un cours de pratique avec ses parents, mais vraiment un cours complet, mais avec ces deux. Et oui, il a super bien travaillé les cas, mais après, c'est dit, ouf, jamais plus. Il avait fait une superbe réussite, mais non, c'était fini, il n'allait jamais plus faire ça. Et j'ai dit, mais pourquoi? Ils disent, j'ai passé mon permis de conduire, c'est bon. Ouais, mais c'est, je trouve, l'idée de beaucoup de personnes, hein, la notion de bosser des cas, c'est pas quelque chose. Alors peut-être, tu vois, si on se met un peu dans le. Alors peut-être pas en cours, mais a posteriori, c'est quand les gens demandent est-ce que vous pouvez travailler sur tel ou tel cas, il y a peut-être aussi une espèce de peur de pas bien faire. Tu vois, je pense qu'il y en a qui ont une grosse attention positive à se dire bah, je vais t'aider avec ce cas. Il fait son travail habituel et puis il est à côté. Ça nous arrive tous, hein. Il n'y a pas, il y a pas de problème là-dessus. Il est à côté. Il fait son feedback à la personne et la personne dit ah mais non, c'est pas ça le problème. Mais la personne avait une vraie intention d'aider, de soutenir. Donc se dire si je montre pas, et c'est ce que ça recroise ce que tu as dit au début, c'est si je montre pas que j'ai une certaine compétence et que j'ai pas juste la personne qui m'a demandé un soutien, bah, elle va se dire bon, ça sert à rien que je lui demande parce qu'elle est nulle. Et peut-être que tu vois cette notion de jugement potentiel et d'erreur, hein, et je pense qu'il faut vraiment admettre tous autant qu'on est qui aimons travailler les cas. Il y a plein de fois, quoi, il y a de nombreuses fois, on est à côté de la plaque. À côté de la plaque. Mais c'est sûr que si tu as une intention de vouloir aider quelqu'un et que quand tu fais ton scan, tu es à côté de la plaque, toi par exemple, à ton avis, il a quoi? Parce que tel machin, je sais pas, il a un problème à la dent, est-ce que tu penses qu'on va lui retirer ça, qu'est-ce que tu vois? Toi, tu vois, je sais pas, une carie, et en fait, c'est carrément l'os qui est complètement pourri, et c'est plus une carie, mais un truc. Bon, peut-être que tu n'as pas le bon point de référence. Hein. Pour toi, c'était une carie, mais en fait, ça signifie que. Donc, ça sera un feedback intéressant qui te permettra de corriger ton point de référence. Le feedback te montre que tu as trouvé le bon lieu, mais tu as mal interprété. Voilà. Exactement. Mais tu n'as pas confiance quand tu trouves le lieu. Mais il faut quand même faire attention comment tu interprètes. Oui. Exactement. Mais ouais, mais tu vois, c'est difficile parce que la personne va dire ah bah je suis allé chez le docteur, quand je suis allé chez le dentiste, et il m'a dit qu'il faut dévitaliser ou que les nerfs sont morts, etc. Et donc c'était pas qu'une carie. Et là, toi, tu te retrouves à faire bon bah ouais, effectivement, tu as raison. Voilà, c'est ton dentiste qui a raison. Hein. Moi, je te donnais ce que je percevais, et ça peut, d'une part, bah, tu peux te sentir un peu humilié, j'exagère, mais tu vois, un peu discrédité par rapport à la bonne intention que tu voulais donner à la personne et peut-être le soutien que tu voulais lui apporter. Et d'autre part, toi, ça ne te motive pas forcément à dire bon, bah, je vais recommencer parce que si à chaque fois, il y a quelqu'un qui me dit bah, tu étais à côté de la plaque, ok, bah voilà, hein, super, ça ne donne pas forcément envie. Et c'est peut-être pour ça, tu vois. Je pense qu'à ce moment-là, quand tu es dans une vraie aide et que tu t'aperçois que ton aide n'a pas apporté le soutien que tu pensais, ça peut être blessant pour toi comme personne aidante, tu vois. C'est peut-être aussi pour ça. En tout cas, j'ai trouvé la question intéressante. Donc, n'hésitez vraiment pas à nous poser des questions. Ah oui, tiens, et ça me permet de rebondir. Il y a quelques jours, quelqu'un m'avait dit, je vous ai entendu parler une fois de natural, donc de personnes qui spontanément ont ces notions d'intuition. Est-ce que vous pourriez redéfinir un peu cette idée-là? Donc, tu sais, c'est quand José disait qu'il y avait 20% de la population qui naturellement, ou 10% de la population qui naturellement était assez douée d'exploiter le cerveau droit, etc. etc. Est-ce que tu peux redonner rapidement ce qui est pour José Silva le principe de natural, de personnes qui naturellement sont plutôt cerveau droit et qui utilisent tout et qui arrivent à être spontanément en alpha, etc. etc.
Alors, qu'est-ce que tu me demandes exactement? Est-ce que tu peux redéfinir pour les personnes ce qui est, ces types de personnes qui, elles, n'ont pas besoin de faire la méthode Silva parce que naturellement, ils sont déjà hyper, comme l'était José, hyper réceptifs à plein de choses. Ah, alors ça, c'est deux choses différentes, hein. Ne pas avoir besoin de faire la méthode Sylvain implique que puisque tu es un naturel, tu n'as pas besoin d'aide quand même. Et en fait, moi, j'ai eu des clairvoyants professionnels qui sont venus faire le cours. Ouais. Et moi, j'ai eu la même réaction. Mais pourquoi est-ce que tu... Ils m'ont dit, on vient pour améliorer l'intuition. Mais je dis, mais vous êtes professionnel. Et ils disent, non, 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 le problème, c'est que quelquefois, c'est super bien, mais il y a des jours, comme toute personne créative, tout artiste, il y a des jours où on sent déconnecté et il n'y a rien qui vient. Et il disait effectivement, nous, on veut être sûr qu'on peut toujours ouvrir le canal ou la porte quand il est nécessaire, parce que pour le moment, il y a des jours où ça bloque. Donc, même les naturels ont besoin d'aide ou ont besoin d'un système ou d'une organisation pour que ce n'est pas simplement, j'espère que ça va marcher aujourd'hui. OK. Alors, pardon? Ouais, non, ça me rappelle dans un des bouquins, c'est ce qu'il disait. Il disait l'objectif de la méthode, c'est que vous puissiez à 100%, en tout cas le plus possible, être certain de pouvoir accéder à l'ensemble de vos potentiels à un moment donné. Donc, effectivement, c'est sûr que s'il y a un guide qui permet de dire bon, bah aujourd'hui, j'ai pas mon intuition qui est naturellement ouverte et je suis un peu fatigué, j'ai vécu des choses un peu difficiles, au moins je peux me dire, je me mets dans cet état-là et je peux avoir le même type de feedback ou en tout cas quelque chose qui s'y rapproche. De toute façon, apparemment, parce qu'évidemment, il y a des légendes qui sont passées de l'un à l'autre, mais apparemment, au départ, José a tout simplement demandé pourquoi est-ce que j'ai tellement de chance. Parce que j'ai jamais été à l'école, pourtant, j'ai un business où je réussis de façon extraordinaire bien. Je suis souvent dans le bon endroit au bon moment, par hasard, et je vois d'autres personnes qui sont plus éduquées que moi, qui sont aussi motivées, aussi travaillées dur, etc., qui ne réussissent pas du tout. Et c'est une question. Il y a un problème de micro là. OK. Ah ouais? Oui, Un écho? moi qui l'entends, et c'est un écho, mais peut-être c'est que moi. De toute façon, quand il a découvert les fréquences cérébrales, il a pu mesurer cela. Là, il a pu détecter où étaient des gens. Effectivement, il a vu que à peu près 10% de la population, quand il disait « laisse-moi réfléchir », c'est-à-dire qu'il voulait utiliser la pensée, l'imagination, tout ce qu'on appelle le mental, en fait, automatiquement, le cerveau a switché en alpha. Et lui, il était un de ces 10%. Et tous les autres étaient capables, mais ou ils avaient oublié comment faire, parce que justement, on peut le faire en tant qu'enfant, ou bien ils étaient tellement programmés par notre culture qu'il faut rester quand même bien active, alerte, etc. Donc, les 10% de la population étaient les naturels. Donc, eux, ils avaient accès spontané à créativité, intuition, justement, intuition qui fait que tu es dans le bon endroit au bon moment et que tu es beaucoup plus apte à réussir. Mais ça, c'était surtout dû à justement ce phénomène qui pourrait automatiquement switcher en alpha quand ils avaient besoin. Et le reste de nous, on essayait de continuer à penser en bêta, qui n'est pas du tout l'idéal. Mais tout le monde peut le faire. Et c'est pour ça que José a fait le coup pour entraîner les 90% de gens qui ne savaient pas comment faire. Mais ça ne veut pas dire que les 10% n'allaient pas profiter non plus. Ouais, mais d'accord. Ouais, bah, tu vois, ça c'était un des éléments. Ça a un sens pour toi? Ça a un sens pour toi que c'est lié? Complètement, complètement. C'est en fait ceux qui arrivent à maîtriser. Moi, je leur traduis en mode hypnotiste, hein, mais c'est ceux qui arrivent à maîtriser naturellement leur transe et qui se laissent pas, qui n'ont pas juste les transes du quotidien, qui n'exploitent pas, mais qui naturellement, pour une raison X ou Y, arrivent à spontanément, depuis qu'ils sont gamins, exploiter ces trans-là pour être créatifs, constructifs, pour se focaliser, pour réussir les choses, pour amener des choses positives. En gros, l'impact des autosuggestions et ou des objectifs qu'ils ont dans leur niveau de trans est suffisant pour avoir un feedback concret, réel dans le quotidien. Donc, oui, ça me parle complètement. Ouais,
Ouais, j'aime bien, ok, c'est bien parce que ça me permettra, si on me repose cette question de natural, où j'avais dit, je l'avais dit, c'était des gens qui spontanément ont plus d'intuition, sont plus connectés à eux, mais leur expliquer avec la trance ou alpha, etc., ça me parle complètement. Nickel. Et bien, du coup, on n'a pas commencé ce qu'on devait faire, mais c'est pas grave. Donc, pour cette première partie. On a répondu à une question. On a répondu à une question. Posez-nous des questions. Hein. Alors, on a 600 pages à vous faire, mais vous inquiétez pas. Hein. D'ici 5 ans, on aura fini. Donc, n'hésitez pas à nous poser des questions, à nous interroger. C'est hyper intéressant parce que nous, ça nous permet de replonger dedans. Ça permet aussi d'ouvrir sur d'autres éléments. Comme d'habitude, faites-le sur Facebook, YouTube. On y répondra dès lors le plus rapidement possible. Comme d'habitude également, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous tester, observer, analyser et concluez. Be one et à très vite.